Alors, rappel de cours sur la notion l'État. L'État, on va le définir comme l'ensemble organisé d'institutions qui vise à assurer le bon fonctionnement d'une société. On garde en tête également que la domination, la force et la violence sont des attributs qui appartiennent essentiellement à l'État. En effet, l'État, c'est un pouvoir de contrainte, et ce pouvoir de contrainte qui appartient à l'État est nécessairement supérieur à celui de la société. La puissance de l'État est incommensurable avec celle de la société, et on peut garder en tête la citation de Max Weber qui nous dit « L'État, c'est le monopole de la violence légitime ». La question qui se pose sur l'État est celle de savoir si l'État limite la liberté. Alors à cette question, on a envie de répondre assez spontanément, assez naïvement que oui, de fait, vu que l'État est un pouvoir de contrainte, et on pourrait en déduire l'idée que nous serions plus libres sans État, qu'une société non étatique serait une société où il y aurait plus de liberté. C'est ici la position anarchiste, la position anarchiste qui veut une société sans État. Mais on va commencer par prendre l'anarchisme au sérieux, et prendre l'anarchisme au sérieux, c'est partir du constat que des sociétés sans État sont des sociétés qui ont existé. Elles ont été étudiées par Pierre Clastres, anthropologue du XXe siècle, dans un livre qui s'intitule « La société contre l'État ». Ces sociétés sans État, dit Pierre Clastres, ce sont les sociétés indiennes d'Amérique du Sud. Alors Pierre Clastres nous dit qu'il y a deux façons de concevoir une société sans État. La première façon, c'est de se dire que ces sociétés sont sans État, car elles n'ont pas réalisé leur finalité naturelle, qui est de se doter d'un État. Elles seraient restées en marge de l'histoire, elles seraient primitives et archaïques. Mais la deuxième façon de concevoir ces sociétés sans État, c'est de dire que ce sont des sociétés qui refusent de se doter d'un État, dit Pierre Clastres. Eh bien, évidemment, pour lui, c'est la deuxième option qui est la bonne. L'idée que la finalité naturelle de toute société serait de se doter d'un État, c'est à ses yeux ce qu'il appelle de l'ethnocentrisme. Alors si ces sociétés sont sans État, dit Pierre Clastres, elles sont donc sans pouvoir coercitif, mais sont-elles pour autant sans pouvoir ? Eh bien non, dit Pierre Clastres. Et là encore, il critique l'ethnocentrisme qui consiste à croire qu'il n'y aurait de pouvoir que coercitif. Ces sociétés ne sont pas sans pouvoir, mais elles ont un pouvoir qui n'est pas coercitif et qui s'incarne dans la figure du chef indien, qui n'a pas le même rôle que le chef d'État. Alors quel est le rôle de ce chef indien ? Le chef indien doit résorber les conflits à l'aide de sa parole, dit Pierre Clastres. Et ce que l'on va voir, c'est que cette fonction est une fonction qui s'oppose à celle du chef d'État en ceci que ce n'est pas un pouvoir de contrainte. Résorber les conflits, ce n'est pas les résoudre. Autrement dit, le chef indien ne tranche pas. Il doit faire en sorte que les parties en conflit renoncent d'elles-mêmes au conflit. Donc on n'est pas dans la contrainte ici. Et il doit le faire grâce à sa parole, et une parole, dit Pierre Clastres, qui n'ordonne pas, elle persuade. Donc le chef indien, par ses mots, en invoquant par exemple l'exemplarité des anciens, doit non pas ordonner que le conflit cesse, mais essayer de convaincre les individus de renoncer au conflit, et il le fait, dit Pierre Clastres, grâce à son prestige. Et le prestige, c'est pas l'autorité du chef d'État. Le prestige, en effet, c'est un pouvoir finalement qui est attribué à celui qui en bénéficie par ceux sur lesquels va s'exercer ce pouvoir. Le prestige, c'est pas quelque chose qui est capitalisable pour soi. C'est ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir qui me le confèrent. On voit donc que dans ces sociétés, on a bien un pouvoir qui n'est pas coercitif, un pouvoir qui n'est pas étatique, mais on a quand même des sociétés politiques, les sociétés sans État d'Amérique du Sud. Alors évidemment, on pourra tout de suite se dire que la limite de ces sociétés-là, c'est qu'elles sont de faible densité démographique. Dès lors qu'il y a plus d'individus, la nécessité d'un État semble devoir s'imposer. C'est ce qu'on va étudier dans un deuxième temps, donc le lien entre État et liberté. La question est celle de savoir comment justifier la puissance de domination de l'État, comment la rendre légitime si cette puissance est une violence qui s'exerce sur la société. Eh bien, là, on a la position républicaine, l'argumentaire républicain, qui dit que la puissance étatique n'est légitime et justifiable qu'au nom de la liberté. C'est pour garantir aux individus une certaine forme de liberté qu'il faut instaurer une puissance étatique. Autrement dit, sans cette force étatique, sans cette violence légitime dont parle Max Weber, alors les individus seraient dans un état de guerre de tous contre tous. Dit encore différemment, la domination de l'État sur la société est le seul moyen qui existe pour entraver la domination de l'homme sur l'homme.
en limitant ma liberté, l'État limite celle des autres également, et me procure une forme de sécurité qui est la condition de ma liberté effective. Donc ça, c'est l'argumentaire républicain, tel qu'on le trouve par exemple explicité dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, argumentaire républicain dont a pu se réclamer une doctrine politique qu'on appelle le libéralisme, qui consiste à dire que le rôle de l'État par rapport à la société est de garantir la liberté des individus. Alors le libéralisme, il a deux sens. Il y a d'abord le libéralisme politique et ensuite le libéralisme économique. Le libéralisme politique, quel est-il ? Le libéralisme politique, c'est dire que l'État doit être philosophiquement neutre. Il ne doit pas imposer aux individus une conception, par exemple, de la vie bonne ou du bonheur. Le rôle de l'État, c'est de ménager à chaque individu une sphère, un espace de liberté au sein duquel ce citoyen pourra déterminer ce qui lui semble être le meilleur pour lui. Donc l'État doit arbitrer entre les différentes libertés, mais ne doit pas imposer une conception normative de ce que doit être, par exemple, une vie bien, de ce que doit être le beau, le vrai, etc. Libéralisme politique, donc l'État minimal, l'État qui doit juste garantir les libertés, mais on a aussi le libéralisme économique, qui consiste à dire que l'État ne doit pas intervenir dans le champ de l'économie, toujours au nom de la liberté. Et là, on a un argument qui est classique, c'est l'argument d'Adam Smith. Adam Smith qui nous dit que la non-intervention de l'État est préférable puisque le marché économique s'auto-régule. C'est l'argument de la main invisible. Donc voilà pour le lien entre État et liberté. L'État est une force nécessaire pour garantir la liberté. On a un paradoxe qui consiste à dire que la domination étatique est légitime et nécessaire au nom même de la liberté. Mais cette position libérale, qui se réclame de l'argumentaire républicain, va faire l'objet de critiques dès le XIXe siècle, notamment de la part des socialistes, mais également des communistes. Alors qu'en est-il pour les socialistes ? Bien, pour les socialistes, le problème d'un État libéral vient de ce qu'il peut conduire, pour certains, à une situation d'extrême pauvreté qui elle-même conduira à la soumission. Si le but de l'État, c'est de garantir la liberté de tous les citoyens, alors l'État, disent les socialistes, doit nécessairement intervenir, notamment dans le champ de l'économie, pour assurer à tous des conditions de vie minimales qui auront pour conséquence que personne ne sera contraint de se vendre à celui qui possède des moyens de production et à accepter des conditions de travail qui se rapprocheront de celles de l'esclavage. C'est la raison pour laquelle l'État doit, par exemple, assurer à chacun des droits sociaux qui lui permettront de pouvoir se nourrir, s'éduquer, se loger. De la même manière, l'État doit assurer à tous ceux qui ne travaillent pas la possibilité de subvenir à leurs besoins. Parce que si l'État ne le fait pas, alors il sort de son rôle qui consiste à garantir la liberté de tous. C'est donc la naissance ici de ce qu'on appelle le service public. Robespierre, en 1793, voulait rajouter à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ces droits sociaux, les inscrire dans la Déclaration, puisqu'il sous-entendait que la liberté défendue par les droits de l'homme est une liberté abstraite si on ne prend pas en considération ses conditions matérielles, ces conditions qui permettent de la rendre effective. Mais évidemment, pour financer ce service public, il faut que l'État prélève de la richesse à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Il faut donc que l'État limite, d'une certaine manière, la liberté, ce qui contrevient au principe du libéralisme, et notamment que l'État limite la propriété, limitée. Donc ça, c'est la position socialiste. Cette position socialiste, elle a pu faire l'objet de critiques de la part des communistes. Quel est le reproche que les communistes font aux socialistes ? Eh bien, il tient en une phrase. Les communistes reprochent aux socialistes d'adoucir la domination, mais non pas de l'éradiquer. Pourquoi adoucir la domination ? Parce qu'en effet, avec le système du service public, la domination est moins violente de l'État sur la société. Mais, ceci dit, cette domination qui est moins violente est aussi une domination qui va être renforcée parce qu'elle est moins violente. En effet, une domination adoucie est plus facilement supportable et du coup créer moins facilement les conditions d'une révolte. Donc les communistes reprochent aux socialistes d'adoucir la domination et ils disent que si le but de la politique c'est d'éradiquer la domination de l'homme sur l'homme, alors il faut éradiquer le principe même de la domination et le principe même de cette domination c'est la propriété privée des moyens de production. C'est la raison pour laquelle
les communistes veulent supprimer cette propriété privée des moyens de production. Ils veulent faire en sorte que les moyens de production n'appartiennent plus à personne, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à tous, et qu'on en vienne ainsi à la société sans classe. Il y a par-dessus cela un postulat qui consiste à dire pour Marx que l'État est toujours un instrument de domination au service de la classe économiquement dominante. Par conséquent, dans la société sans classe, il n'y aura plus besoin d'État, dit Marx. Ceci dit, ça c'est un point central parce que c'est ce qui différencie les communistes des anarchistes, pour en venir à la société sans classe, il faudra en passer par une phase de dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le gouvernement communiste devra s'approprier les institutions de l'État pour contenir la révolte capitaliste qui risque d'arriver. Il faut donc en passer par une phase où l'État sera nécessaire, puis une fois que la révolution aura été effectuée, l'État se dissoudra de lui-même.